Elle a mangé du cheesecake. Je ne sais pas s'il était empoisonné, mais elle en a mangé. Par contre, il n'était pas aussi délicieux qu'elle me l'avait promis. Il ne lui restait que quelques minutes à vivre. Olga et Victoria s'habillaient de la même façon. Elles avaient des formes. Elles se ressemblaient. Je suis pas d'accord. Je trouve pas. Si, vraiment, elles se ressemblaient. Partout où elle va, elle pense être la personne la plus intelligente. Elle n'a aucun diplôme en pharmacologie, elle ne sait pas ce qu'elle fait, elle empoisonne les gens n'importe comment. Elle était recherchée pour meurtre. Elle est très dangereuse. Je suis très précis avec mes affaires, sur ce que je prends avec moi, où je les mets. Je ne dois pas avoir besoin de réfléchir. Là, j'ai des chargeurs, j'ai une lampe torche, et j'ai un garrot tourniquet à l'arrière de ma ceinture. J'ai des menottes, j'ai un holster de rétention niveau 3, parce qu'on est entouré d'enfants, et on ne veut pas de problème si jamais ils s'amusent à essayer de l'attraper. Les petits sont fascinés par ça. J'ai été dans la police pendant 20 ans. Aujourd'hui, je suis à l'école. Je m'appelle Kevin Rogers, je suis un ancien inspecteur. J'ai pris ma retraite en juillet 2021 et je suis venu m'installer à Middleton, dans le Delaware. Aujourd'hui, je suis policier à l'école primaire de Laurelwood Grove. J'aime me dire que la première image qu'ils se font des forces de l'ordre, c'est moi. Ce n'est pas la police qui vient sonner chez eux à cause d'un conflit ou autre problème. Là, ils pourront dire, le premier policier que j'ai vu, c'était à l'école. Il était super cool. Il s'entendait bien avec nous tous, mais il était vraiment génial. Le 2 septembre 2016, c'était une journée normale à la brigade criminelle. On buvait un café, on pensait déjà au déjeuner, mais après cet appel, tout a changé. C'était une patrouille qui nous signalait un vol de grande envergure. Des choses avaient disparu chez la victime. On parle d'espèces, de bijoux et de ses papiers d'identité. Je leur ai dit de noter que j'avais été prévenu, parce que d'habitude, on ne s'occupe pas de ce genre d'affaires. J'aurais sûrement pas enquêté sur cette affaire si je n'avais pas reçu un autre appel d'un lieutenant. C'est tellement rare. Il nous dit que la victime est confuse. Elle n'était pas alcoolisée, mais elle ne semblait pas sous l'emprise de stupéfiants. Mais elle était complètement vaseuse. Il m'a demandé d'aller la voir, alors j'y suis allé. J'étais sceptique. Souvent, c'est une histoire d'assurance. Les gens sont négligents, mais ils ne veulent pas être tenus pour responsables. Je pensais qu'elle mentait et qu'en 2 minutes, on prouverait qu'elle faisait semblant. Ensuite, on retournerait au bureau pour enquêter sur de vraies affaires. On arrive sur place et on voit plein d'agents de police. Ils tentaient de comprendre ce qui avait pu se passer. La victime a 35 ans. Elle s'appelle Olga Zvik. C'est une immigrée, elle vient d'Ukraine. Et elle est esthéticienne. Elle pose des fossiles. Elle n'avait pas du tout l'air lucide, dans tous les sens du terme. Ses yeux n'étaient pas fuyants, mais elle n'arrivait pas bien à nous suivre du regard. Une personne en état normal y serait parvenue. C'était très bizarre, vraiment curieux. Les policiers sont entraînés à déterminer si quelqu'un est sous l'emprise de drogue. Elle n'avait pas le comportement de quelqu'un qui avait consommé de la drogue. Ses pupilles n'étaient pas dilatées, ce qui aurait pu indiquer la présence de drogue dans son organisme. Le cas d'Olga était vraiment déconcertant. Ce que je retiens de cette journée-là, c'est que les femmes sont prêtes à dépenser de l'argent pour qu'on leur pose de nouveaux cils sur les paupières. Elle nous explique qu'il lui manque environ 1 700 $ en espèces. Dans ce métier, je dois être direct. Et si ça blesse les gens, désolé. Mais je dois poser certaines questions. Et je lui ai posé une question à plusieurs reprises. Je lui dis,
Vous posez des fossiles de temps en temps et vous vivez dans ce beau quartier. Qu'est-ce que vous faites à côté? Elle était catégorique. Je sais ce que vous pensez, mais je ne mens pas. Encore une fois, j'étais sceptique. Je me disais qu'elle voulait se faire passer pour la victime, mais qu'en réalité, elle avait prévu son coup. On a dû interroger d'autres personnes. J'avais l'impression que ça prenait de grandes proportions. Donc, j'ai décidé d'aller parler à Stella, sa patronne. C'était celle ou l'une de celles qu'il avait trouvées dans son appartement. Je m'appelle Stella Stepanian. Je tiens le salon Estelle Hair Studio. On coiffe, on pose des cils et on fait des soins du visage. Je considère mes clientes et mes collègues comme ma famille. Je suis la maman. Et ce sont mes enfants. Olga était très gentille. C'était la meilleure pour appliquer des cils 3D à l'époque. Olga faisait du bien au salon et le salon le lui rendait. Olga était ponctuelle. Si elle avait un imprévu, elle m'envoyait un message. Alors, quand elle n'est pas venue ce jour-là, j'ai été très surprise. Je m'inquiétais, mais je me disais qu'elle était peut-être sortie la veille et qu'elle ne se sentait pas bien, rien de grave. Après le travail, je suis sortie manger quand on m'a appelée. C'était Olga. En fait, c'était sa voisine. Elle m'explique qu'Olga agit de façon bizarre, qu'elle dit n'importe quoi. Elle me demande de venir pour l'aider à comprendre ce qui se passe. Je monte les escaliers et je vois Olga allongée dans son lit. Le chauffage était allumé. Il y avait énormément de comprimés par terre, sur le lit. Elle portait de la lingerie très sexy. Son visage était gonflé, son corps était gonflé et son bras était gonflé. Sûrement qu'elle n'allait pas bien. Je me suis dit qu'elle avait essayé de se tuer. Selon les secours, si on avait appelé 5 minutes plus tard, elle serait morte. Ils lui ont fait une prise de sang et ils n'ont pas détecté de drogue. Je leur ai dit qu'elle ne fumait même pas. À l'hôpital, ils lui ont fait une ponction lombaire. Les examens qui aident à détecter toutes sortes de psychotropes ou de narcotiques sont revenus négatifs. Je pensais qu'ils trouveraient un opiacé, des benzodiazépines comme du Xanax ou du clonazepam, quelque chose qui expliquerait son état. Vu son état, je pensais qu'une prise de sang, une analyse d'urine ou une ponction lombaire nous permettrait d'y voir plus clair. Mais non. C'est un cas vraiment bizarre. Les analyses toxicologiques ne révèlent rien. Elle n'a pas de problème de santé connu. Elle ne faisait pas d'AVC, elle n'avait aucun médicament visible dans son organisme qui aurait pu être à l'origine de son état. Alors pourquoi a-t-elle failli mourir? Stella arrive chez Olga. Je me souviens de ce qu'elle m'a dit en passant à côté de moi. Oh, au fait, il faisait 40 degrés dans sa chambre. Le chauffage était allumé à pleine puissance. Et pour qu'elle puisse baisser la température, elle devait s'emparer de la télécommande qui contrôle le chauffage et qui avait été jetée sous le lit. Quelqu'un avait intentionnellement monté le chauffage à fond en plein mois d'août à New York. Et il ne voulait pas qu'on puisse le baisser. Les agents et les inspecteurs de police savent ce qu'ils font, d'accord? Ils sont très expérimentés. Des millions de gens habitent à New York. Ils en voient des choses. Mais là, ils sont perplexes. En allant chez Olga, je pensais ressortir 20 minutes plus tard pour aller manger. Mais les heures défilaient et je me disais, il s'est vraiment passé quelque chose ici. Soit j'ai affaire à une vraie sociopathe, soit elle me dit la vérité depuis le début. Tu te souviens? Le lendemain, tu t'es rendu à l'hôpital. Je t'ai demandé d'y aller. Je crois que j'avais jamais vu Olga dans cet état auparavant. Elle était gonflée. On n'aurait pas dit que c'était elle. Quand tu l'as vue, elle allait déjà un peu mieux. La veille, quand je l'ai amenée à l'hôpital, elle était vraiment bizarre. Elle était encore plus gonflée que quand tu l'as vue. C'est vrai? Je sais pas, j'oublierai jamais ce qui s'est passé. Elle va mieux aujourd'hui, heureusement.
Je m'appelle Olga Tsvik et je suis esthéticienne. J'ai mon propre salon à West Palm Beach. L'industrie de la beauté, c'est un milieu qui m'a toujours passionnée. Je trouve ça marrant que les femmes de l'Europe de l'Est travaillent toutes dans la beauté, non? Je pense qu'on est... C'est dans notre ADN. C'est vrai. Oui. Je suis née en Ukraine. En 2013, j'ai décidé de venir m'installer aux États-Unis. J'étais heureuse, je n'étais jamais venue à New York, c'était ma première fois. Et à la fois, je me disais que je ne reverrais sûrement pas ma famille avant très longtemps. Donc oui, c'était assez stressant. On est sur la 108e rue. J'habitais ici il y a 5 ans. À Forest Hills, il y a une grande communauté russophone. C'était plus simple, je pouvais parler avec des personnes qui me comprenaient. Beaucoup d'Ukrainiens parlent également le russe. Olga parlait l'ukrainien et le russe. Ça vient de chez moi. On a des arbres, des poiriers. J'habitais au bout de la rue. C'est là que j'habitais il y a 5 ans. Et c'est aussi là que j'ai failli mourir. Peu de temps après que je sois sortie de l'hôpital, l'inspecteur Rogers est venu chez moi. Ils essayaient de comprendre ce qui s'était passé. Ils ne me faisaient pas confiance. Tout ça reste un mystère. L'inspecteur Rogers traite l'affaire avec la même importance que s'il s'agissait d'une disparition. Mais Olga n'a pas disparu. Elle ne se souvient juste plus de rien. Alors il lui demande de lui raconter tout ce dont elle se souvient. Olga m'explique avoir reçu un coup de fil d'une cliente qui devait se faire poser des cils de toute urgence. Elle me supplie parce qu'elle devait partir au Mexique. J'ai fini par accepter. Je lui ai dit de venir, que j'allais m'occuper d'elle. Ça me prendrait seulement 10 minutes. Après, elle me rappelle et elle me dit « Je vais t'acheter un cheesecake dans une boulangerie très connue à Brooklyn. » J'ai oublié le nom. Elle est arrivée avec une boîte. Dedans, il y avait des parts de cheesecake. Je vois qu'il manque une part et elle me dit « Il est tellement bon ce cheesecake que j'ai pris une part. » Elle a mangé une part et en a repris une directe. Je me suis dit qu'elle devait avoir très faim, je sais pas. Et elle a laissé seulement une part pour moi. Par contre, il n'était pas aussi délicieux qu'elle me l'avait promis. Elle m'a expliqué qu'après avoir mangé sa part, elle s'est tout de suite sentie extrêmement nauséeuse et elle s'est mise à vomir par terre. Je sentais que je commençais à perdre connaissance et... c'est vraiment une sensation horrible. Je me rappelle la voir se diriger vers les toilettes et en revenir avec de l'essuie-tout. C'est la dernière chose dont je me souviens. On m'a demandé plusieurs fois si j'avais vu la lumière dans... Vous savez. Mais je ne me souviens de rien. J'étais juste endormie, je crois. Olga s'est réveillée 3 jours après cet incident, le 1er septembre 2016. Je me réveille et je vois que je suis dans une chambre d'hôpital. Je me sentais très faible. J'avais des maux de tête intenses. Quand j'essayais de me lever, j'avais la tête qui tournait. Je sais que Stella est venue me chercher à l'hôpital et qu'elle m'a ramenée chez moi, mais je ne m'en souviens pas. Elle m'aidait à manger, elle m'aidait à boire de l'eau, elle m'aidait à aller aux toilettes, à prendre ma douche. Elle m'aidait pour absolument tout. C'est exactement comme les gens qui doivent réapprendre à marcher. Je me suis rendu compte que 3 000 ou 4 000 $ avaient disparu, en plus de mon sac à main, de mes parfums et certains de mes vêtements. Son passeport aussi avait disparu, ainsi que son visa de travail, sur lequel se trouve sa photo. J'avais juste le nom de la dernière personne qu'elle avait vue. Le nom de sa cliente était Victoria Nassirova.
J'ai rencontré Victoria par une autre cliente. Elle venait dans le Queens depuis Brooklyn pour que je lui pose des cils. Elle a commencé à venir de plus en plus souvent. On n'était pas amis, elle et moi. Je dirais qu'on s'entendait bien, quoi. Dans ce genre de métier, on est proche de nos clients. On est un peu comme des psys pour eux. Ils viennent et ils nous racontent leurs histoires. Olga et Victoria s'habillaient de la même façon. Elles avaient des formes. Elles se ressemblaient. Je suis pas d'accord. Je trouve pas. Je me suis jamais dit ça. Si, vraiment. Elles se ressemblaient. Honnêtement, dans la vraie vie, on ne se ressemble pas du tout. Mais sur certaines photos, je comprends qu'on puisse se dire « c'est vrai, il y a un air ». Je n'avais ni la date de naissance, ni l'adresse de Victoria. J'avais pas de numéro, il était faux. J'avais rien. On ne savait même pas si Victoria Nassirova existait. J'avais seulement les faits et les circonstances. Jusqu'à ce qu'on trouve une autre victime. Le médecin m'a dit que si je passais du temps près de l'eau, près de l'océan, pendant un mois, alors ma santé devrait commencer à s'améliorer. Et elle s'améliore? Je Ça va? me sens bien, je sais pas. C'est comment à côté du Queens? Oh, c'est impossible de comparer les deux. Le Queens, c'est le Queens. C'est incomparable. Je m'appelle Ruben Boroukov. Je suis originaire du Tadjikistan. Je cherchais des petits boulots. Je travaillais tout le temps. J'ai fait un peu de tout. J'ai tenu une cordonnerie, un magasin de téléphonie, un pressing. Aujourd'hui, j'ai un tabac. Voilà, c'est moi qui ai fabriqué ce ciel. Avec un ami, on a essayé d'ouvrir un autre magasin. Mais ça ne s'est pas passé comme prévu et c'est comme ça que j'ai fini ici. C'est mon ami Robert. Enchanté. Il m'a beaucoup aidé. Il vous aide à nettoyer? C'est ça. Il faut avec cette pluie? Oui, pour éviter que les gens tombent. Ça doit être propre et sûr. Oui, Je suis toujours là pour m'en assurer. super. L'autre jour, j'étais là en train de nettoyer quand une voiture de police s'est arrêtée. Et ils m'ont dit quoi? Bonsoir, monsieur. Regardez-moi ça comme c'est propre. Ça m'a fait plaisir. J'imagine que vous formez une belle équipe. Oui, absolument. Il est très gentil avec moi. Je suis là depuis 10 mois. J'ai rencontré beaucoup de personnes. De bonnes personnes, de moins bonnes. Beaucoup de personnes différentes. Mais j'oublie de plus en plus de choses. Je perds la mémoire. Tout a commencé en 2016 quand je me suis fait empoisonner. En 2016, j'avais une petite amie. On a rompu. Je voulais trouver une nouvelle copine. Enfin, je voulais une femme avec laquelle je pourrais avoir des enfants. Je me suis inscrit sur un site de rencontres russe parce que je suis russe et que c'est plus facile de communiquer avec des personnes qui parlent la même langue que vous. J'ai rencontré une femme, elle s'appelait Anna. On a commencé à parler et j'aimais beaucoup le son de sa voix. Un jour, on a décidé de se retrouver chez elle. Elle devait me faire à manger. J'étais impatient, évidemment. J'avais ramené des fleurs et du vin. J'arrive chez elle, elle m'ouvre la porte et je ne vois aucun meuble à l'intérieur. Il y avait seulement un lit, rien d'autre. Je lui ai demandé pourquoi il n'y avait rien et elle m'a répondu que sa colocataire venait de partir. J'ai juste répondu « D'accord ». C'était douteux, c'est vrai, mais j'étais là pour un rencard. Je ne m'attendais à rien. Ça ne m'inquiétait pas du tout. Je ne sais pas si elle a cuisiné ou commandé. Elle a dit « On mange, ça va être froid ». Donc j'ai pris une bouchée, puis une deuxième et... quelque chose n'allait pas. Je me souviens juste m'être levé. Je me suis levé, j'ai pris mes affaires et puis c'est tout.
Je me souviens de rien d'autre. Je ne suis pas rentré chez moi pendant 2 jours. Elle a commandé une bague de diamants qu'elle a fait livrer chez moi. Elle a pris la bague et puis elle m'a ramené à mon magasin, à mon pressing. Elle a dit à mes employés que j'avais bu 2 bouteilles de vin. Je n'en bois presque pas, mais ils l'ont cru. Il a peut-être pris un médicament? Non? Ou de la méthamphétamine? Quelque chose comme ça? J'en sais rien. Ils ont pris une vidéo dans le magasin. J'étais là, assis, je parlais. Je me souvenais de rien. Je ne me reconnais pas sur cette vidéo. C'est pas moi. On dirait un zombie. Un employé de Ruben a pris une vidéo ce jour-là. Il ne se souvient pas de ce moment. Il ne se souvient pas être allé au pressing. Rien. C'est seulement 2 ou 3 semaines plus tard, après avoir retrouvé la mémoire, qu'il a compris qu'il avait été dépouillé. Cette femme, Anna, elle a bien réussi son coup. À l'hôpital, les médecins n'ont rien trouvé. Ils se demandaient pourquoi les examens ne révélaient rien. Ils se demandaient quel genre de drogue je consommais. Salut Ruben. Je sais pas. Je me suis dit qu'il fallait que j'aille voir la police et porter plainte. Je sais que ça aurait vraiment pu mal finir. J'aurais pu mourir. Je leur ai montré une photo d'Anna et ils m'ont dit « Ah oui, c'est une escorte, quelque chose comme ça. » À ce moment-là, je voulais pas leur tenir tête parce que bon, la police a toujours raison. Les enquêteurs ne l'ont pas pris au sérieux. Ils sont un peu blasés. On parle d'inspecteurs de New York. Ils ne veulent pas perdre leur temps. Il n'est pas tombé sur l'inspecteur Rogers qui étudie chaque possibilité. Quand j'étais procureur, on m'a appris à traiter chaque cas, du moins sérieux au plus grave, de la même façon. On doit examiner chaque possibilité, peu importe le degré de gravité du délit ou du crime. On traite tout le monde de la même façon et on rend justice. Je reçois un appel de Brooklyn. On me signale un empoisonnement et un vol de grande envergure. C'est le même crime. Le dépistage est également négatif. Je n'étais pas le seul à chercher Victoria Nassirova. Victoria Nassirova faisait l'objet d'un mandat d'arrêt officiel. Bonjour. Je vais vous prendre votre meilleur bretzel. Au fromage ou salé? Salé. Salé? D'accord. Je suis un homme simple. Celui-là? Ouais, parfait. Très bien, merci. Je suis Herman Weisberg. J'ai travaillé 20 ans dans la police. J'ai pris ma retraite en 2010 et j'ai fondé mon cabinet privé de conseil et d'enquête. On travaille sur des affaires de personnes disparues, de suicides qui sont peut-être des homicides, d'homicides qui sont peut-être des suicides. En 2016, j'ai été engagé par une femme répondant au nom de Nadia Flord pour localiser et aider à l'arrestation d'une fugitive russe qui était recherchée pour meurtre. Apparemment, elle se promenait dans Brooklyn comme si de rien n'était. Une notice rouge avait été émise par Interpol pour homicide. En avril 2015, les services de police russes ont trouvé le corps de la mère de Nadia. Tout l'argent de sa mère avait disparu, ainsi que tous les objets de valeur et les objets de famille. Victoria se promenait dans Brooklyn comme si de rien n'était. Elle avait créé plusieurs profils avec des noms différents. Rachel était l'un d'entre eux. Il y avait aussi Anna, et parfois elle utilisait Victoria. Elle visait tout le temps des hommes qui parlaient le russe et qui étaient à l'aise à l'idée de fréquenter ou de sortir avec une femme comme elle. Sur ces sites, on voit ceux qui font étalage de leur richesse, on repère ceux qui ont de l'argent, ou du moins qui prétendent en avoir. Je pense que Victoria a vu Ruben comme une proie facile. Elle l'a assommé, elle a fait passer ça sur le compte de l'alcool, et il s'est réveillé sans portefeuille et sans montre.
La coupable de l'affaire avec Olga dans le Queens est la même que pour l'affaire avec Ruben à Brooklyn. À chaque fois que je parle avec Olga, on en revient au cheesecake. Je finis par lui dire « Vous avez mangé du cheesecake ? Il y a bien une poubelle dans le coin. » Et dans la poubelle, sur le dessus, je repère tout de suite une boîte en plastique à clapper. Je vois ce qui ressemble à des restes de pâtisserie. C'est la première preuve physique que j'ai. Je me dis, c'est bon, je tiens un truc. Au moins, maintenant, je suis sûr qu'elle a mangé du cheesecake. Je ne sais pas s'il était empoisonné, mais elle en a mangé. J'appelle la police scientifique et je leur demande s'il serait possible qu'ils viennent récupérer et photographier une boîte de cheesecake. Leur première réaction a été de me rironner au téléphone. Mais ils ont traité cette boîte de cheesecake comme s'il s'agissait d'un couteau utilisé pour un homicide. Des analyses ont été effectuées pour détecter des substances contrôlées dans l'État de New York et classées comme stupéfiants. Tout est revenu négatif. Mais le médecin légiste est parvenu à dresser un profil ADN. En revanche, il ne correspondait à aucun profil de notre base de données ADN. Quand je suis rentrée de l'hôpital, Victoria m'a envoyé un message. Je l'ai vu, mais j'ai choisi de ne pas lui répondre. Elle m'a même appelée en me disant « Salut Olga, comment tu vas ? Apparemment, tu étais à l'hôpital ? Il s'est passé quoi ?» Je lui réponds « Tu sais ce qui s'est passé. Tu le sais même très bien. Tu m'as empoisonnée et tu es repartie avec toutes mes affaires. » Victoria n'a pas appelé Olga pour prendre de ses nouvelles. Elle l'a appelée pour voir si elle était morte. Personne ne savait où Victoria Nasirova se cachait. Olga m'a dit que si elle n'était pas déjà en Russie, alors elle était dans l'avion. Je courais après un fantôme, j'étais dans une impasse. Je n'avais qu'un seul objectif, localiser Victoria Nasirova. J'ai obtenu des informations grâce à ses réseaux sociaux. Victoria était à Brooklyn, dans le quartier de Sheepshead Bay. Je me suis vite rendu compte qu'elle adorait porter des lunettes de soleil miroir. Voilà, j'ai passé des heures et des heures au soleil de Victoria. C'est une photo que j'ai trouvée sur son Facebook. J'étais assis là et j'ai tout de suite repéré ça. Dans le reflet, on voit l'écran de navigation de la voiture. Et juste au-dessus, il y a une horloge analogique à la forme unique. C'est là que j'ai compris qu'elle avait une voiture plutôt unique. Je ne cherchais pas une voiture que tout le monde avait. J'ai fixé ces lunettes de soleil pendant une durée probablement anormale. J'ai dézoomé la photo pour me concentrer sur le reste. Ses vêtements, la rue, mais on n'y voyait pas grand-chose. On voit que la voiture a un toit ouvrant. Les coutures sur les sièges arrière se démarquent. Elles sont blanches, sur du cuir qui est soit d'un gris très foncé, soit noir. Ce sont deux éléments qu'on ne retrouve pas dans n'importe quelle voiture. Ces lunettes m'ont aidé à percevoir le monde dans lequel elle vit. D'un point de vue d'enquêteur, c'est déjà bien. On ne peut pas faire plus. Où est-ce qu'on trouve le plus de voitures? Dans un parking, surtout les plus grands, avec des milliers de véhicules. Un jour, avant le travail, je me suis rendu sur ce parking. Il était très tôt. Je marchais entre les voitures, je les analysais comme un fou. Je suis surpris que personne n'ait appelé la police. J'analysais tous les tableaux de bord. J'avais eu une bonne idée en y allant, parce que jusque-là, aucun tableau ne ressemblait à celui de la voiture de Victoria. J'ai regardé dans des Hyundai, des Kia, des Chevrolet, des BMW, des Audi, et ainsi de suite. Je me suis dit, je fais une dernière rangée, c'est stupide, j'ai froid. J'ai fait une dernière rangée et je suis tombé sur une Chrysler 300. J'ai pris une grande inspiration et j'ai regardé le tableau de bord. J'étais tellement heureux de ne plus avoir à parcourir le parking. Ça concordait parfaitement. Je me suis félicité et ensuite j'ai pris le métro pour aller au bureau. Je me suis mis au travail en me demandant combien il existait de Chrysler 300 à Brooklyn.
J'ai envoyé des enquêteurs à Sheepshead Bay. Je leur ai dit de trouver le plus de Chrysler 300 possible. Ils ont arpenté les rues de Sheepshead Bay. De temps en temps, je recevais des messages. « Salut, H, c'est mon surnom. J'ai eu de la chance. Je viens de tomber sur 3 Chrysler 300. Attends, je t'envoie des photos. » Je regardais toutes les photos et je me disais « Oh mince, ça va pas se passer comme je veux. Il existe beaucoup trop de Chrysler 300 en fait. » Il y en a une qui a retenu mon attention. Elle était blanche. J'ai demandé à mes enquêteurs de la surveiller quelque temps. La surveillance, c'est ennuyeux, contrairement à ce qu'on peut croire. On attend quelqu'un qui peut ne jamais se montrer. Je travaille avec de bons enquêteurs. Ils ont attendu. Et ils ont repéré le conducteur. J'en ai conclu que c'était une voiture qui servait et qui ne restait pas garée là. Ils ont suivi le conducteur et l'ont vu entrer dans un immeuble. On avait une piste, mais pas de Victoria. On a eu de la chance cette fois-là. On a suivi notre intuition. Après quelque temps, on a vu Victoria se diriger vers la voiture. Alors là, on se trouve au 2330 Voorhees Avenue. Cet immeuble, c'est un peu la botte de foin et l'aiguille était à l'intérieur. Un enquêteur privé ne peut pas placer quelqu'un en état d'arrestation. Mais le fait qu'il cherche Victoria avec son équipe, c'était incroyable. Jusque-là, Victoria a échappé aux autorités internationales. Elle est recherchée. Elle pourrait être armée. Et elle est dangereuse. Si elle comprend qu'elle est sous surveillance, qu'elle est suivie, on peut être sûr qu'elle fera ce qu'elle sait faire de mieux et qu'elle disparaîtra. Mon travail, c'était de prouver que la personne qu'on a prise en filature était bien Victoria Nasirova. Pour y parvenir, je devais comparer les vêtements qu'elle portait sur ces photos à ceux qu'elle portait dans la vie. Mais Victoria m'a aussi fait un beau cadeau. Elle m'a aidé en confirmant sa géolocalisation. Elle a pris un selfie et j'ai analysé le reflet de ses lunettes de soleil miroir. Bonjour. Donc, j'ai analysé le reflet de ses lunettes de soleil pour voir ce qui se trouvait en face. Elle regardait dans la direction de cette petite partie de l'immeuble. J'étais d'autant plus confiant quand j'ai pu comparer ces plaques d'égout et ce poteau électrique devant le mur en briques. On pouvait être quasiment sûr à 100% que c'était elle. C'était l'un de ces moments en tant qu'enquêteur où je me suis dit « je la tiens ». À l'époque, j'avais essayé d'entrer en contact avec Interpol. J'ai aussi essayé de joindre le département de la sécurité intérieure. Je pensais qu'ils se précipiteraient tous sur l'affaire, mais non. Mais je pouvais compter sur mes anciens potes spécialisés dans les interpellations. Je leur ai expliqué qu'elle était recherchée pour homicide en Russie et que j'étais aussi à sa recherche. Mais ici, on ne pouvait pas l'arrêter pour ça. Mais après quelques recherches, j'ai découvert qu'elle faisait l'objet d'un mandat d'arrêt pour vol à l'étalage et ils étaient ravis de m'aider. Le seul problème, c'est que c'était la Saint-Patrick et c'est pas le bon jour pour demander des faveurs à ses potes flics. J'étais tellement frustré. Victoria avait réussi à échapper aux autorités pendant tellement longtemps. Comme si quiconque pouvait fuir la Russie en étant recherché pour meurtre et atterrir à New York dans un quartier russophone et survivre ainsi de la sorte. Je ne sais pas comment elle a fait pour ne pas surveiller ses arrières. J'avais peur d'être arrivé jusque-là et qu'elle se dispute avec son mec et qu'elle déménage. Parce que ça arrive. On n'est pas dans un film. Les imprévus existent. J'ai beaucoup été en contact avec le procureur. Son assistante a joint une amie à elle qui travaillait dans un laboratoire. Elle nous a conseillé de faire une analyse plus approfondie pour déterminer la composition chimique réelle du cheesecake que la police scientifique a récupéré. Moins d'une semaine plus tard, je reçois les résultats indiquant la présence de phénazépam dans le cheesecake.
Et les comprimés trouvés dans l'appartement d'Olga étaient également du phénazépam. Aux États-Unis, le dépistage du phénazépam n'est pas courant. Ça ne fait pas partie du processus standard. Ce n'est pas un médicament qu'on peut obtenir légalement aux États-Unis. Il a été conçu dans les années 1970 en URSS, et si ce médicament n'est pas administré correctement, il peut être mortel. Dès lors, il ne s'agissait plus d'un vol de grande envergure, mais d'une tentative de meurtre. C'était un homicide volontaire. Victoria voulait qu'Olga meure. Elle voulait tout le temps sortir avec nous. Tu te souviens? Elle voulait venir manger avec nous. Oui, et Olga lui répondait « Non, ça ira, merci. Elle venait presque tous les jours pour qu'Olga lui pose des cils. » Ouais, tous les jours. Elle venait tous les jours. On part sur caramel. Avec du... couleur caramel avec du marron. Un peu châtain, en fait. Oh, ça va bien vous aller. Ouais. Elle part en vacances en Jamaïque pour son anniversaire. Ah oui, c'est quand? Vendredi. Ah, donc t'es balance, moi aussi je le suis. Je t'envoie des énergies de balance. C'est un bon signe. Ouais. Elle était vraiment obsédée par Olga à l'époque. Ouais. Elle voulait tout le temps venir. D'ailleurs, elle venait presque tous les jours. Ouais, je sais pas. Je pense qu'elle aimait être avec elle tout le temps. Elle voulait lui ressembler. Le 20 mars 2017, l'unité chargée des interpellations s'est rendue chez Victoria Nasirova et l'a placée en état d'arrestation. Elle était confiante pour quelqu'un qui allait en prison. Elle devait croire qu'elle était arrêtée pour l'histoire de vol à l'étalage. Quand je l'ai revue, c'était au tribunal. Et cette fois, elle connaissait la vraie raison de son arrestation. Tu te souviens de la fois où elle est venue au salon pour vendre des sacs? Ouais, des faux sacs. Ouais. Elle était bizarre. Je me souviens, je voulais pas lui adresser un mot à l'époque. Je la connaissais pas, donc je voulais pas lui parler. Elle a toujours été un peu bizarre. Tu le fais à l'ancienne. Tu lis les commandes à voix haute, et quand t'es prêt, tu cries « Suivante ». Voilà. Mon père tenait un petit café-restaurant à l'ancienne. C'était dans un immeuble commercial. Son restaurant était au rez-de-chaussée. Tous les travailleurs, au lieu de commander à manger ou autre, descendaient à midi et mon père leur servait des plats chauds, tout juste préparés. C'était exactement comme ici et les employés étaient en ligne. Ils préparaient les plats, ils les faisaient passer et parfois c'était moi à la fin de la file. Je servais les jus de fruits, les sodas et bien sûr les cafés à emporter. Très populaire. Ouais. Je mettais la main à la pâte. Je m'appelle Dino Liturgis et j'étais le procureur dans l'affaire qui opposait l'État de New York à Victoria Nasirova. Je suis le fils d'immigrés grecs qui sont arrivés à New York à la fin des années 1960. Victoria Nasirova possède toutes les caractéristiques d'une arnaqueuse. Elle est séduisante, elle est charmante, mais elle est aussi extrêmement intelligente, extrêmement maligne et très réfléchie. Et à la fois, le plus grand défaut de Victoria depuis le début, et qui lui aura été fatal, est le défaut classique des personnes intelligentes. Partout où elle va, elle pense être la personne la plus intelligente. Si elle n'avait pas été aussi imbue d'elle-même à poster des selfies sur les réseaux sociaux et autres, elle s'en serait probablement sortie. Le crime qu'elle a commis était motivé par le désir d'obtenir une nouvelle identité. Son avenir, sur le long terme, dépendait de sa réussite à effacer l'identité de Victoria Nasirova et à s'en approprier une nouvelle. Olga Tsvik, à son plus grand malheur, était la cible parfaite pour Victoria Nasirova. Elle lui ressemblait. Elle était russophone avec un nom russe. Mais le plus important, c'était une personne avec un grand cœur qui faisait confiance aux gens. C'est exactement ce que recherchait Victoria. Olga était la victime parfaite pour elle. Les affaires d'Olga ont fini par être retrouvées. Dans un sac, il y avait son passeport. Il avait été blanchi.
Seules les informations inscrites par le gouvernement avaient été effacées pour qu'elle puisse compléter le reste. C'est la première étape de l'usurpation d'identité. Victoria Nassirova a écopé de 21 ans en prison d'État pour tentative d'homicide sur Olga Dzvik. Il lui reste encore 15 ans à purger. Ensuite, j'espère que les autorités russes coopéreront avec la police américaine pour l'extrader vers la Russie, où elle devra répondre de ses actes devant la justice. Le juge, il l'a regardé et il lui a dit « Vous n'allez devenir qu'un chiffre. Victoria n'existe plus, c'est fini. » Victoria est une personne intelligente. Jusque-là, elle avait réussi à échapper aux autorités. Il existe peut-être d'autres victimes. Est-ce que d'autres personnes ont été empoisonnées par Victoria et sont mortes? Et que la cause du décès n'ayant pas été déterminée, il aurait été classé en mort naturelle? Beaucoup de questions persistent. On ne saura jamais si elle a empoisonné quelqu'un d'autre et si cette personne est morte à l'hôpital sans qu'un dépistage complet n'ait été effectué. Elle n'a aucun diplôme en pharmacologie. Elle ne sait pas ce qu'elle fait. Elle ne connaît rien aux médicaments. Elle empoisonne les gens n'importe comment. Je crois que c'est pour cette raison que les gens s'intéressent à cette histoire et qu'ils se demandent comment c'est arrivé. Une autre victime dans tout ça, c'est son petit ami. Il n'était au courant de rien. Il avait un chien qui comptait beaucoup pour lui. Malheureusement, Victoria en était jalouse. Selon les voisins, elle l'aurait empoisonné et le chien est mort. Quand j'ai entendu ça, c'était vraiment la cerise sur le gâteau pour une affaire comme celle-ci. Tuer un chien le jour de son anniversaire. L'affaire la plus folle sur laquelle j'ai enquêté, pas la plus atroce ou répugnante, mais folle, c'est celle-ci. J'aimerais vous dire qu'elle ne représente plus un danger, mais verrouillez bien vos portes, surveillez vos enfants et ne mangez pas avec elle. Je vais m'acheter un bateau, comme lui là-bas. Je ne pense plus à elle. J'essaie juste de vivre ma vie. J'ai essayé de me remettre de tout ça et de ne plus tomber dans le même panneau. Tu as eu des rencarts depuis? Je ne sais plus. Je fais toujours confiance aux gens. Je ne veux pas changer de personnalité à cause d'elle. Je veux continuer d'être moi-même. Je vis ma meilleure vie. Je ne pense jamais à elle. Je lui ai envoyé une lettre. Je ne sais pas comment, mais elle a réussi à me répondre en utilisant une adresse mail très bizarre. Je ne sais pas comment elle a fait. On ne peut pas envoyer de mail comme ça en prison. Elle voulait absolument faire affaire. Elle arnaque même depuis la prison. On ne trouve pas de phénazépam aux États-Unis. Comment s'en est-elle procurée? Est-ce qu'elle en a ramené de Russie en arrivant ici? Ou est-ce qu'elle a un contact russe à qui elle a pu en acheter? À combien d'autres personnes en a-t-elle fait avaler? On ne le saura jamais, à moins qu'elle décide de tout avouer.